Salut tout le monde, on est reparti pour le développement de notre jeu vidéo, on avance petit à petit. Je vous rappelle, le but c'est d'arriver à un jeu vidéo qui fonctionne, qu'on peut enregistrer et même qu'on puisse recharger la partie. Ça serait génial. On a fini notre première version de jeu vidéo avec la possibilité déjà de se déplacer, la possibilité de déplacer les ennemis, en plus d'avoir le bornage de déplacement. On a utilisé en plus différents design patterns là-dessus qui nous permettent de cadrer et d'organiser notre travail. On a vu quelques limites sur la partie d'organisation comme on pense, parce qu'en fait on va utiliser un outil d'enregistrement. Et cet outil, en fait, donc, c'est EFCore. Donc dans la formation des fondamentaux, on le voit quand on passe 5 jours ensemble, on le voit, on est sur la notion de ORM. ORM, hein, qui nous permet en fait d'avoir la séparation entre la base de données et notre code. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, beaucoup d'inconvénients et beaucoup d'avantages aussi. Beaucoup d'avantages, oui, mais beaucoup d'inconvénients, d'abord c'est quoi? En fait, la plupart des développeurs et développeuses qui travaillent avec un ORM, d'ailleurs, apprennent maintenant qu'avec les ORM, ne pensent que NoSQL et ORM et la plupart du temps ne savent pas maîtriser un langage qui est essentiel, d'ailleurs une partie même du monde logiciel qui est essentielle pour moi à comprendre, c'est la partie base de données. La partie base de données, c'est essentiel parce que c'est là où on va sauvegarder tout et on veut pas se prendre la tête maintenant, c'est vrai. Et on se dit, ok, le NoSQL, Not Only SQL, c'est génial, c'est super, on va aller là-bas et puis c'est bon. En fait, pourquoi? Parce qu'on a peur de tout ce qui est SQL. En vrai, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est sûr, dans le SQL, mais quand on a les fondamentaux, déjà, on peut arriver à peu près, petit à petit, je dirais, en quelques mois, à faire des requêtes qui sont assez intéressantes et qui permettent déjà de gérer des performances qui sont pas déconnantes, hein. Et pour en avoir discuté avec des experts SQL, qui ont encore plus d'expertise que celle que je peux présenter, vraiment c'est leur métier, ils vont même travailler sur la performance. Quand ils arrivent dans les entreprises où on leur dit, écoutez, là, il y a un gros problème avec le logiciel, il faut peut-être revoir tout, changer de langage, machin, etc. Il arrive, la plupart du temps, il dit, OK, on va d'abord regarder la base de données. On va regarder la base de données, qu'est-ce qui se passe? En fait, la plupart du temps, la base de données, oui, le SQL est mal fait, c'est de l'ORM, les requêtes sont pas pensées, la plupart des devs ne savent même pas qu'il y a du SQL qui est généré derrière. Bref, tout ça, ça a des impacts énormes sur les performances. Et souvent, d'ailleurs, ces experts vont prôner les procédures stockées. Je sais, ça fait jaser, je sais que la plupart des devs n'aiment pas ça, ils sont contre, parce qu'on a envie de tout maîtriser du côté code, et en même temps, on pourrait discuter de ça, de l'intérêt sur des gros projets, des procédures stockées, des views, des index, de tout ce système-là en fait qui permet d'aller déjà optimiser. Et de l'autre côté, toute la partie ORM, c'est aussi éviter de penser à SQL. C'est d'avoir gardé en fait le contrôle de notre code, parce que nous, en tant que développeurs, la base de données, en soi, et développeuse, hein, c'est quelque chose qui est juste pour sauvegarder entre guillemets. Ouais, en vrai, c'est pas que ça, hein, c'est pas que ça, mais on va garder ce principe-là. On aimerait pouvoir tout contrôler du côté, code. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre les règles de gestion du côté code. Donc, notre ORM va aider à ça. On va créer le relationnel, objet cette fois-ci, de tout ce qui se passe du côté code des classes. Et souvent, heureusement, la plupart du temps, de base, le monde objet ressemble au monde relationnel. Par exemple, si on prend un personnage qui a une arme, un personnage a une arme peut être pour plusieurs personnages, hop, on a une clé étrangère dans personnage. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça va être exactement pareil du côté classe, hein, comme on a déjà vu si vous avez suivi mes formations. Donc, par exemple, une classe personnage aura une property qui va pointer vers arme, hein, donc clairement, c'est exactement ça. Mais il y a des cas, en fait, on va pas du tout avoir le même principe. Par exemple, un objet qui contient une liste, d'objets. Par exemple, il a plusieurs armes disponibles. Oui, ok. Et c'est tout. Et une arme peut avoir plusieurs personnages de base. En base de données, comment on va faire ça pour représenter ce monde-là? On va créer une nouvelle table. Cette table-là, en fait, on n'est pas obligé de la représenter du côté objet. On n'est pas obligé. Et on va construire après, avec des systèmes d'automatisation, de création de tables, cette table qui sert de tampon, de lien entre les deux tables qui sont de base pas liées, hein. Et donc, c'est ça qu'on va créer. Et donc là, c'est la relation qu'on appelle NN. Donc vous voyez, pour moi, il y a un point, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, c'est vous former à aller vraiment, de mon point de vue, aller vous former à tout ce qui s'appelle Meurize. C'est sûr, il y a des différences, hein, j'insiste bien là-dessus, ce que je disais, entre Meurize et la partie UML. Clairement. L'UML, la conception, et pourtant, il y a plein de choses qui se ressemblent. Allez voir. Cette partie-là, je vous y invite vraiment. Et je trouve que ça amène des concepts qui sont vraiment intéressants là-dessus pour aller organiser. Ok, ça c'était le premier point à discuter. Donc c'est bien ORM, c'est pas bien. Nous on va le travailler puisqu'en fait derrière, on peut générer automatiquement notre code, donc notre code SQL, on peut créer nos tables automatiquement. C'est ce qu'on appelle le code first. Il y a aussi ce qu'on appelle le database first, c'est-à-dire c'est notre base de données qui fonctionne, vous vous souvenez? C'est notre base de données qui fonctionne d'abord, et en fait nous on va se caler dessus cette base de données, on va faire de la rétro-ingénierie. Donc on va aller construire ça. Tiens, je vais vous faire un schéma pour faire un petit rappel de ce que vous aviez peut-être déjà vu là-dessus. Ok, donc si on fait de nouveau un Excalibro, hop, on y va. On va prendre ici donc le code, et là on va prendre le SQL. J'ai changé
Tiens, on va changer de forme pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, ça c'est le SQL. Ça c'est le SQL. Ça c'est le C#. Ok. Donc vous vous souvenez, hein, le lien, si vous avez suivi la formation que j'avais donnée, le lien en fait, c'est que notre ORM ici, il est ici, hein, ORM. Et donc le lien, c'est entre les deux. Ok, comme ça. Ok, puis de l'autre côté, hein, je vais faire les flèches de l'autre côté, puisque c'est le retour. Voilà, et ça va aller construire nos classes. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a à penser? Il y a d'abord donc ce qu'on appelle le database first. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire de la rétro-ingénierie où on va aller construire nos classes à partir du database first. Et il y a ce qu'on appelle le code first, où en fait, ici, ce code first, on peut faire une rétro-ingénierie initiale, ça c'est sûr, mais de base, c'est le code first qui va primer, c'est-à-dire que c'est le code qui va dicter comment construire nos tables, comment rajouter des colonnes, etc., suivant les propriétés qu'il y a donc dans notre ORM. Ok? Ouais, vous vous souvenez de tout ça? Ça va? Ok, donc là, nous, c'est à peu près vers là qu'on va aller. Très bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout se construit dans le modèle creating. Le modèle creating, c'est là où on va dire en fait les liens de comment parler entre la base de données et notre modèle objet, notre modèle à enregistrer. On peut aller très loin dans cette partie modèle objet. Il y a des vidéos qui sont super intéressantes là-dessus pour montrer à quel point on a oublié ce que c'était vraiment la partie ORM et de se dire qu'en fait, il faudrait arrêter de faire des DTO pour enregistrer. Dans la plupart du temps, on pourrait faire autrement, ouais, c'est clair. Nous, on va faire une sorte de semi-DTO, vous allez voir. On va créer une classe dédiée, vous vous souvenez, qu'on avait fait dans la dernière vidéo, où on va parler de memento. Hein, je tiens à rappeler ce qu'on avait fait. Donc le memento, c'est quoi? Ici, si je prends ça, memento, design patterns. Voilà. On va tomber sur Refactoring Guru, c'est super. Donc, Refactoring Guru, blablabla, English, French. Donc, c'est un patron de conception comportementale hein, qui permet de sauvegarder, de rétablir un état précédent d'un objet sans révéler les détails de son implémentation. C'est parfait, ça. Donc, imaginez que vous êtes en train de créer un éditeur de texte et, en plus de pouvoir écrire du texte, votre éditeur permet de formater, d'insérer des images, blablabla. Ok, donc l'idée c'est de proposer une sorte de snapshot qui va dire ce qui est enregistré. Et en fait, on ne sait pas comment enregistrer, il va y avoir un moteur qui va dire comment enregistrer à côté. Pas mal, non? Donc ça va construire quoi? La structure, on peut le faire en C++, C#, etc. On a celui qui demande à sauvegarder, on a un memento qui propose l'état, et on va aller après enregistrer. Donc nous, on va pas faire exactement le design pattern memento, puisqu'en fait, vous voyez, c'est l'état qu'on va enregistrer hein, qui va être sauvegardé. Nous, on va la générer un memento qu'on va aller en fait enregistrer là ici. Donc là, lui, il va proposer le memento, et on va le générer, puis après, on va l'enregistrer. D'accord? Donc cette idée-là, c'est lui qui va faire le boulot. Voilà, donc de base, hein, c'est un originateur, un croquette, un croquette. Un concrète memento, c'est lui qui va aller construire ça. Et il y a une interface toujours pareil qui va aller encapsuler toute la partie et créer du faible couplage. Ok? Et puis on peut aller plus loin là-dessus avec un code un peu plus amélioré. D'accord, donc c'est ce qu'on va faire. Ok. Donc ce qu'on avait construit ici, c'était quoi? On avait construit notre memento et notre game memento proposait tout ce qu'il y avait enregistré en base de données. D'accord? Tout ce qu'il y avait enregistré. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va enregistrer en base de données. Donc on va aller enregistrer quoi? Mais on va enregistrer toutes les informations qui nous intéressent. Et on peut aller loin en fait dans ce système. On peut se dire, ok, on enregistre un système brut de pommes où il n'y a aucun lien relationnel. Je sais, on peut créer l'hérésie quand on fait de la vraie base de données, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de se dire, ok, Flash, j'enregistre. J'enregistre où? Dans un fichier SQL simple. J'entends pas du vrai SQL, c'est quand même du vrai, mais c'est pas une vraie base de données. Par exemple, vous l'avez, SQLite, hein, ce qu'on trouve beaucoup dans les jeux vidéo sur mobile par exemple. Ce qu'on trouve beaucoup en SQLite sauvegarde du côté local de votre navigateur. Si on va faire des jeux vidéo sur web par exemple avec HTML5 ou avec WebAssembly. Ok? Donc voilà, c'est cette idée-là qu'on peut aller chercher. Mais on peut aussi commencer à construire un mode relationnel. Notre game memento va proposer aussi un relationnel qui existe mais propre. Et donc, on va chercher ici un memento qui va les construire. Qui c'est qui va le fournir? C'est la game. Hein, c'est le game, si on respecte à peu près quand même l'idée, c'est qu'on a un memento qui est save, c'est ce boulot, et derrière, donc c'est ce qu'on va aller faire ici, on va construire un memento qui va s'appeler save. Donc ici, alors si on reprend, hein, c'est l'origineur qui a le save, donc c'est ce qu'on va faire, hein, c'est celui qui va proposer le save. Donc nous on va faire un iSaver. Alors on va remonter ici, on va mettre dans notre domaine ici, voilà. On va mettre dans notre game la partie là, dans la partie sauvegarde. On va rajouter ici une interface. Donc là, on va faire save, savers. On va rajouter une interface qui va nous proposer en fait la sauvegarde. Et on pourra faire l'undo, le reload,
Vous voyez l'idée, hein, on va passer du memento à notre classe, il sera capable de le construire directement. Donc là, ça va être un e-saver. Donc c'est une interface. Vous avez remarqué souvent que je fais, pour gagner du temps, je fais internal. Gagner du temps ou pas, ça va discuter. C'est pour prendre le premier rapidement. Ok, beaucoup me disent, les débutants ici, et je le comprends, ah oui mais attends, t'avais créé une classe, est-ce que ça va gêner? Non, en fait c'est qu'un fichier avec du texte, hein, vous vous souvenez? C'est vraiment cette idée-là. Donc, 10... Alors comment? Fourni. Provide. Provide. Save way. To one item. Ok. Donc là, on va dire que c'est un saver de T. On va faire un void de save. Ok. Très bien. Donc là, il va faire un save. Il va nous fournir le memento. Et après, en fait, ce memento, on va aller le fournir dans le moteur. D'accord? Donc il va fournir le memento. Donc ici, vous voyez que là, on a un memento, mais ce memento, ça peut être une classe qui a save ou restore. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller générer le memento. Et comme ça, on va le récupérer. Tiens, regardons ce qu'ils ont fait, ça peut être intéressant. Ici, vous voyez que là, on a un snapshot. La classe memento conserve un ancien état de l'éditeur. Donc là, on a l'éditeur. On nous passe les valeurs à sauvegarder. Ça construit le memento. Et en fait, ça peut être à rétablir. Et c'est lui le commande qui va aller faire l'état de création. Ok? Donc là, l'idée, c'est de fournir ici donc le T. Donc fournir le T. C'est ce que j'ai l'habitude de faire du C# en ce moment. Voilà. Moi, je ne vais pas préparer save, mais plutôt ça va être... On va voir. On va aller construire ça, on pourrait le casser un peu dans l'idée. Parce qu'on pourrait faire aussi la sauvegarde par rapport aussi à la base de données. Notre saver, il va proposer un saver memento. Moi, je vais faire memento saver. Memento saver pour l'instant. Il a bien nommé, super. Ok, save. Il va fournir un memento. On va dire where t est de type classe. Voilà. Et donc ici, notre memento saver, il va fournir notre memento. Mais c'est pas un save. C'est pas un save pour moi. Donc il va provide. Et donc il y aura un void save de t. Où ça va être notre memento à sauver. Voilà. Donc il va fournir le memento. Il va pouvoir le sauvegarder. Comme ça on pourra l'utiliser après. Ok. Très bien. Alors on pourrait séparer les deux. C'est-à-dire que là, je vais partir du principe que la responsabilité de sauvegarde, c'est le game qui sait savoir comment sauvegarder. Mais je pourrais très bien dire qu'il y a un game saver. Et à ce moment-là, je séparerai la partie génération du memento que du saver. Ça dépend vraiment de la construction comme je le souhaite. Hein. Très bien. Donc là, ici, on va aller vers notre games. On va aller dans notre game, ici. On va dire que le game respecte un i. Memento saver de donc game memento. Voilà, donc là c'est bon, c'est l'interface est toute bonne. Et donc notre game, notre default game, ben là il va pleurer, hein, c'est normal, il va nous dire écoute, il faut que tu respectes le contrat que je t'ai demandé. Ok, donc là on y va, contrôle point virgule, implémenter l'interface. Ce qui est bien la plupart du temps, c'est qu'il nous le met au bon endroit. On va aller vérifier s'il nous le met au bon endroit. Voilà, c'est bon, mais il est presque au bon endroit. C'était bien tenté, mais moi je le mets dans le public. Il n'a pas encore bien appris ça de mon code. Hein. On notera ici qu'ici il y a un well live. Voilà, ici hein, il manque. Donc ça on le gère après parce que toute une partie vérification. Ok, donc là on va se mettre dans le public, update, et on va se mettre là. Donc là on va aller fournir un memento. Donc le but en fait c'est de construire. Alors on pourrait construire une classe dédiée, hein. C'est pour ça que je vous dis on peut très bien faire une classe qui est celui qui génère notre memento, ce qui est normalement dans le design pattern. Là je vais vraiment le mettre dedans. Donc là on va faire un return de new. Et donc pour l'instant on renvoie ce new. Ok. Et on a un save. Et bien là ce qu'il nous faut c'est que notre save memento qu'on a récupéré, on pourra le passer, comme ça on pourra décider des étapes. Et en fait, ce qu'il nous faut, c'est que on ait en fait notre saver. Donc il y a plusieurs choix ici. Et il y a un vrai débat qui existe sur Internet, LinkedIn ou autres, dont on peut parler. Est-ce que ici je crée un couplage de mon game DB context, ou est-ce que en fait je ne crée pas de couplage? En fait, dit autrement, c'est quoi? Regardez, ici, ce que je pourrais faire ici, c'est dire ok, nous avons
la possibilité d'appeler directement le GameDB Context. Alors là, nous, ce qu'on fait, c'est que surtout pas, on va appeler le DB Context là. On va même pas appeler DB Context. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va isoler ça. Vous voyez ici qu'on a fait un eGame. On a fait un eSave. Vous voyez ici, notre default game, il est capable de se sauvegarder lui-même. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est qu'on va quand même créer une classe à côté qui va nous dire comment sauvegarder. On va faire un save, on va faire un load. Donc, on va aller créer, en fait, une partie qui nous propose la partie de sauvegarder. Mais on ne veut pas, toujours pareil, avoir de fort couplage avec l'outil de sauvegarde. Demain, ça se trouve, je vais sauvegarder via un DB Context, mais demain, j'utiliserai peut-être une base de données simple, peut-être j'utiliserai une Web API, bref, je veux pas être lié. Donc, c'est toujours ce qu'on appelle de l'infrastructure. C'est quelque chose qui peut changer, que je veux pas être couplé avec. D'accord? Donc là, en fait, on va aller construire. Donc, dans notre game, la partie saver, on va aller construire ici un i. Donc, add one saver, ou on peut l'appeler, il y a plein de noms, hein. Il y a plein de noms, repository, il y en a qui s'appellent ça. Repository, tiens, on va faire des repository pour essayer de raccrocher avec des wagons, qu'il y en a qui ont besoin. Repository, ici, voilà. Donc ici, on va faire un public interface. Là, on propose l'interface, toujours pareil. Add one, on va dire du coup, de notre add one game. Donc ça va être un add one de game, CTRL RR, de game. Voilà. Là, on va faire un add one, hey, void add one. On va prendre qui? Notre game memento. Donc même, il faudra appeler game memento, mais on va prendre un game memento. Donc un memento. D'accord? On propose ça. Donc, contract to save to insert a new game, to insert and save a new game. Ok, voilà. Donc ça c'est bon sur cette étape-là. Donc là on va dire que dans notre game, dans notre default game, on a besoin de ça. Donc on va aller avoir besoin de cette étape-là à ce moment-là. Donc, dans notre default game, on va dire, OK, moi, j'ai besoin d'un saver. Donc, attention, là, on va arriver à la limite. On est déjà à 5, quoi. C'est vraiment la limite. À partir d'après, si on commence à augmenter, il faudra qu'on aille construire ce qu'on appelle des proxys d'interface, qui permettent de présenter ça, et on utilisera cette interface-là. Parce que là, ça commence, en plus, à se poser la question sur la cohésion du système. Ok, donc là on va faire add one game repository, très bien. Donc on le récupère là, et ça veut dire que dans notre default game, si on fait un CTRL SHIFT B, on a une fabrique, vous vous souvenez? On a une fabrique du default game. Ah oui, il n'a pas fini de builder. On va rester encore 20 minutes ensemble. Cette fois-ci, ça va être un peu plus court. Il nous faut ici, dans notre fabrique, c'est notre starter. Voilà, eh bien il nous faut ici dans notre console game starter. Voilà, on va les mettre ici. J'ai besoin de la eGame add game. Voilà, et on va le passer à notre cher ami add game. Voilà, très bien. Donc là, il va aller pleurer sur. Pourquoi tu pleures de tout ça? Pourquoi tu pleures de tout ça? Je pense qu'il a fumé. Alors, ouais, là, ça c'est normal. Ah oui, c'est que, ok, j'avais pas recompilé cette partie-là. Bah, si, j'avais recompilé. Qu'est-ce qu'il attend sur le main character, sur le test console? Ah oui, mais normal, j'avais mes limites. Moi, j'avais pas mis à jour là-dessus. On va mettre nul en attendant. C'est pas gênant, c'était pour nos premiers tests. On peut changer après. Voilà, ça c'est bon. Ok, spécifié. Là, c'est pareil. On est chez qui? On est default de test. Donc, c'était pour nos tests. Ok, très bien. Ok, alors, normalement, il faut qu'on... Bon, alors là, ça c'est bon, c'est notre programme, donc ça on va laisser, c'est normal. Normalement, il ne faut pas mettre nul, c'est pas bon du tout. Ok, ici, alors c'est qui? C'est le Fake Fighter, D'accord, ce qu'on fait là, faut pas s'embêter. Quand vous avez ce genre de soucis, voilà, pouf. Ok, ça c'est bon. Limit area, là on est chez qui? On est default game test. Delete, null. Voilà, parce qu'autrement, en fait, ça va mettre des régressions. D'accord? Donc là, je le dis là parce que on est en étape de formation. OK?
Mais autrement, surtout, ne faites pas ça. Là, c'est que je vais me rester focus sur mon objectif. Mes tests, je les mets toujours à jour. Ok. Et là, null. Voilà. Même laisser un commentaire là-dessus. Et même, oh, je vais oser. Un to-do. Mais un to-do, vous savez où, hein, vous le mettez dans votre GitLab, votre GitHub, ou Bitbucket, ou DevOps à Azure. Voilà, et celui-ci, ça va être bon. Ok. Ça va être bon. Voilà, donc bah c'est bon, on a fini cette partie-là. Donc là, on a un console game starter qui dit hey, écoute, bah, c'est très bien, tu crées une commande, mais moi là, j'ai besoin, au moment que tu démarres ton console, j'ai besoin en fait bah, de ce game repository pour pouvoir démarrer et sauvegarder. Donc, notre game va savoir sauvegarder, mais il faut que je crée bah, le spécifique. Donc là, je vais créer dans la partie infra, dans la partie data. Je vais aller respecter. Et je vais faire donc du coup un game db context add one game db context add one repository. Voilà. On va aller respecter ça, public. Je vais me mettre là, je vais faire add one, je vais faire contrôle point virgule, implémenter l'interface, c'est super. Et je vais dire que j'ai besoin de qui ici? Hey, hey, mon game db context. Ok. J'ai besoin de tout ce que j'ai besoin qui ne m'appartient pas, je l'externalise toujours. Ok, on reste du côté code, hein, niveau contexte, on reste du côté code. Mais tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce que je sais qui peut changer, je l'externalise. Donc là, le game db context, on pourrait dire je fais un new, oui, très bien, mais je veux gérer l'injection dépendance. Parce que demain, je vais peut-être gérer un autre game db context, je vais peut-être gérer une autre instance. Donc je l'externalise. Ce n'est pas mon boulot de faire un new, en fait, à lui. D'accord? C'est cette idée-là. Ok, donc là, on va faire un region. Public methods. Youpi. On laisse en true pour l'instant. Et on va revenir dans notre programme, pas celui-ci. On va revenir dans notre programme, pas celui-là. On va revenir dans notre programme, celui-là. Et on va aller instancier. Donc, notre cher ami, ici. Donc, comment on va faire? Pour préparer un db context, le db context, ici, on va faire un var game db context reçoit new. Donc, il s'appelle game db context. OK? Mon game db context, pour l'instant, il n'est pas bon. Ok, il n'est pas bon. Je l'expliquerai plus tard. Il n'est pas bon. Je le prépare là-dessus, mais il n'est pas bon. Il va manquer ici toute la partie construction pour dire que c'est sur SQL Server, SQLite, etc. Donc surtout, un game DB context ne doit jamais avoir comme constructeur par défaut un constructeur vide. Ok? Mais à cette étape-là, on va garder ça. Rappelez-vous sur DB context, on va faire un petit F12. Le DB context, il a un i infrastructure. Tiens, i infrastructure. C'est marrant qu'ils font ça. C'est intéressant, hein, cette infrastructure service provider et tout. Petit point qui est assez sympa à lire sur ça, c'est qu'il y en a qui l'oublient et créent des data layers en plus supplémentaires. Je ne sais plus s'ils l'ont mis sur ce commentaire ou sur un autre. Ah, c'est plus là, je crois que... Layer... Non, c'est plus là, mais ils l'ont mis en fait dans la documentation, ils expliquent bien. C'est vraiment un data layer. C'est vraiment un data layer en lui-même, donc il n'y a pas besoin de créer une surcouche de data layer. Vous irez voir ça. Ok, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un DB context pullable. Il est, regardez, ça c'est le point qui est important à choper. Vous voyez, il est disposable. Disposable. Tout ce qui est disposable doit être, vous vous souvenez de ça? Using. Donc en fait, ici, on va faire un using var GameDB context. Le using, on peut faire deux types de using. Using parenthèse accolade, et tout ce qui est à l'intérieur va être dans le contexte du using, et à la fin de l'accolade va mourir. Sinon là, c'est à la fin du fichier, à la fin de là où vous êtes dans le code. Des accolades, s'il y a des accolades, là c'est à la fin du programme. Donc là, je vais créer un DB context qui va rester ouvert durant toute l'exécution de notre programme. Ça ne veut pas dire que je suis connecté à la base de données. Non, c'est juste l'instance. D'accord? Et donc ce game DB context, je vais pouvoir le passer à qui? À mon ami, le using add one, pas using, là, var add one game repository reçoit new game db context repository. Je vais passer mon game db context. Et voilà, c'est pas mal ça, non? Donc tout ça normalement avec un moteur d'injection dépendance, hein, vous n'avez pas à l'écrire tous ces new. Hein. D'accord? C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire en inversion de responsabilité, inverse of concern, sans passer par de la DI. Ok? Sans un moteur de DI. Et là, je vais le passer à qui? À mon ami, le game console. Et voilà. On est bien là-dessus, non? Il va nous rester 10 minutes ensemble. Ouais, c'est ça, à peu près 10 minutes. Hein.
Ça fera une demi-heure cette fois-ci, ce sera un peu plus court. On va aller faire quoi ici? On va aller retourner sur notre game repository, notre game memento. Notre game memento, il va proposer quoi? Il va proposer properties, un ID, int ID, ID. Il n'y a pas besoin de mettre la key, puisque de base, il sait reconnaître que c'est une clé. Il va proposer ici, alors qu'est-ce qu'on a sauvegardé de plus? On va essayer de savoir. On va regarder dans le default game, qu'est-ce qu'il a proposé. Qu'est-ce qu'il a proposé? Tiens, on va voir dans le e-game, ça sera encore mieux. Donc là, mon game... Ah oui, mon game, c'est bon. Je n'utilise pas encore, c'est normal. Attendez, je vais d'abord finir ça pour y penser. Je vais appeler mon game 1. Et là, mon game 1, petit clin d'œil. C'est game add one. Et ici, je vais faire .add one de item. D'accord? Voilà. Ça sera pas mal. Je ne l'ai pas fait en async là cette fois-ci. On a bien le save de mon memento. Et là, il faut que je fasse le return de mon memento. Très bien. Donc là, on va aller voir notre default game. Game. Et on va regarder ce qu'il y a. Donc on a le main caractère à sauvegarder, les ennemis et la grille en cours. Mais c'est tout. Ok, c'est tout. En fait, on n'a pas plus à sauvegarder ensemble. Donc, on va regarder dans notre grille. Peut-être qu'on a oublié quelque chose d'autre. L'update non, le même totem de vente non. On va regarder notre game en elle-même. Si je regarde là-dessus, qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai que les ennemis. Donc ici, en fait, j'ai pas plus d'informations supplémentaires. Peut-être si, ce qui pourrait être sympa, c'est la date de démarrage de la partie. Allez, on va rajouter ça juste pour démarrer. On va rajouter ça. Donc on va retourner dans notre e-game. Faire e-game. On va faire ici un date time. Begin date. Même start date. Hein. Et on va faire un date. Fin de la partie. Ok. Voilà. Et last update. On va faire last update. Last update. Update. Date. Voilà. Donc on a 3 dates qu'on va les mettre dans notre default game tout en bas. Youpi. On va aller sur le public. Youpi. Et donc on va dire que en gros ces 3 champs là, on va les retrouver dans notre memento. Ok, donc on se met là. D'accord? Donc là c'est bon, l'ID il va être généré automatiquement. Et on pourrait déjà faire un constructeur par défaut qui prend les 3 dates. Hein. Pas s'embêter. On va dire que de toute façon il est faux. On va enlever ça. Est-ce que ça va être aussi rapide? Bon, c'est pas grave. Begin date, virgule, tudup. Last date, virgule, tudup. Voilà. Et on va enlever ça. Voilà. On va les affecter à qui? À notre ami begin date. On va les affecter avec end date. Alors, vous allez voir que c'est pas la meilleure des idées ce que j'ai fait. Si on est dans Entity Framework Core, parce que pour la recréation, on sera un peu bloqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un constructeur par défaut. Ah oui, je suis fou. C'est juste pour faire des rappels. Hein. Okay, un constructeur par défaut. Vous vous souvenez, là, c'est celui par défaut. On va en faire un deuxième qui va être un public, donc setor. Setor. Mais quand on fait un constructeur par défaut, quand il y a un constructeur par défaut, je vais y arriver celui-ci, hein, vous faites un this comme ça et vous appelez. Donc là, datetime.now, on va pouvoir faire datetime.now. D'ailleurs, on va discuter de ça parce qu'en fait, le undat, ça va plutôt être nul. Donc c'est undefined. Donc on va aller retravailler ça. Là, c'est comme ça. Voilà. C'est optional même. Bon, on va mettre nul. Last update, ça c'est bon. Et on va mettre nul. Ok. Donc là, mon datetime, c'est point d'interrogation parce que en fait, la fin de partie, on ne sait pas. Hein. Ok. Et voilà. Et on va retrouver dans mon default game la même chose. Voilà. Et dans mon e-game, la même chose. Ok, comme ça, le moteur Entity Framework Core va gérer ça. D'accord? Il va gérer ça automatiquement. Ça, c'est bon. Et lui, il a besoin de ça. Super. Dans notre programme Memento. Il est où, mon Memento? Il est là. Donc ça, je vais pouvoir le sauvegarder. Ok? Je vais pouvoir le sauvegarder. Et ça va être toutes les informations que je vais pouvoir garder. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Je retourne dans mon game, dans mon default game.
Et là, je vais fournir un provide. Et là, je vais pouvoir utiliser mon return new. Et donc là, bah, on peut même utiliser le moteur qu'on a fait, la préparation qu'on a fait. C'est-à-dire qu'ici, on va prendre bah, le this. Donc begin date, this.lastUpdate, this.endDate. Et voilà, on a bon. On return notre memento et on le fournit. Et même, on pourrait faire un save qui prend le memento qu'il génère automatiquement. On pourrait même aller jusque là avec le memento, mais au moins là, ça impose de passer le memento, donc on comprend qu'il faut générer le memento. D'accord? C'est pas mal, non? C'est pas mal. Ok, donc là c'est bon. Donc bah, après on pourra faire l'action. On se rapproche de la fin là, je vais pas avoir plus de temps. Donc ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble, donc c'est bien, on va arriver à la fin. Donc là après on va pouvoir faire bah, même l'action d'enregistrement. Et donc on pourra décider de quand on enregistre. Donc est-ce que ça va être, par exemple, ce qu'on pourrait faire ici, c'est que bah, c'est le game dans le run, il fait son update là. Donc bah, on pourrait faire ici, j'update, j'enregistre, j'update, j'enregistre, j'update, j'enregistre. Par exemple, donc on pourrait faire un truc comme ça quoi. This.memento, donc ça va être, on pourrait faire un provide memento, voilà, donc var memento, et après this.save. En fait, on peut décider maintenant, c'est ça qui est génial de memento. Et là, donc à chaque tour de boucle, il enregistre son état en cours. Donc bah, on va voir si c'est la bonne idée, parce qu'en vrai, ici, c'est pas ça, parce que là, il y a le save, il va falloir faire un ajout, une modification, donc ça va pas être bon, hein, ça va plutôt être à déclencher. Et vous voyez l'idée, hein, ça va donner ça. Donc là, on a notre ça, puis en fait, on a notre start. Donc logiquement, avant de faire notre grille, juste après de faire notre grille ici, on va pouvoir faire, voilà, ça, on va pouvoir faire un save. Et voilà. Donc en plus, niveau test unitaire, on pourrait tester que ça s'enregistre bien une première fois, que niveau base de données, on fera une base de données en mémoire ou une base de données en fait fictive via un Docker, par exemple, automatique. Eh bien, on pourrait tester en fait que ma valeur, elle est bien mise à jour. Vous voyez l'idée? Et c'est le comportement de base du game. Ouais, ça va sur ça? Voilà, bon, on n'a pas fini, hein, on a encore toute la partie à travailler sur bah, le memento, il va falloir qu'on continue à le construire. Notre game memento, en fait, ici, il va aller fournir toutes les informations autour des players, du player, autour de bah, tout ce qu'il y a dans le default game, en fait, hein, regardez. Il nous faut ici le main caractère, on va enregistrer les ennemis, on va enregistrer les états où ils en sont, les positions où ils en sont, et on va devoir décider après à le replacer dans le chargement. Mais on est bien là, on a encore des choses à construire, mais on a une bonne étape. Ok, ça va? On a fini pour cette étape, j'ai enregistré fit prépare first version of memento and voilà, hop, ça c'est bon. On va faire un petit push comme ça, vous l'aurez si vous le souhaitez, et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Comme ça on va pouvoir enregistrer notre partie tout le temps. A plus, d'ici là, codez bien et restez curieux, restez curieuse. Ciao ciao.